Allez voir la chaîne de Bihan, hein, je vais commander une vidéo précise sur le sujet. Mais il est sérieux lui? Faire une vidéo en 2 jours? Genre il aurait pas pu me dire ça sur le tournage de la dernière fois? Sinon je m'y collerai moi. Hein. Certainement pas. Challenge accepted. Bonjour les padawans de la physique, Bihan pour vous servir. Aujourd'hui, vous avez compris, je ne réponds pas à commentaires, mais je réponds à PH. Et donc je vais vous expliquer comment fonctionne l'horloge atomique. Pour ceux qui viennent de chez lui, vous savez déjà que cette vidéo est un complément de la sienne. Et pour les autres, si vous voulez voir sa vidéo, je vous la mets juste ici. Je vous conseille d'aller la voir juste après celle-ci. Avant de parler de l'horloge atomique, il faut bien comprendre que ça fait des milliers d'années qu'on essaye de mesurer le temps. Le premier instrument qui a servi à mesurer le temps, de manière très grossière, je vous l'accorde, c'est le gnomon. Vous voyez ce que c'est un gnomon? Pour l'instant, on voit surtout un golemon. Mais ferme-la, toi, ferme-la. Hein. Alors déjà, un gnomon, c'est un bâton. Mais ce bâton, on va le planter à la perpendiculaire du sol. Le soleil se levant à l'est et se couchant à l'ouest, et bien l'ombre de ce bâton permettait de savoir à quel moment de la journée on était. C'est pas très précis, mais à l'époque ça faisait le taf. Seulement l'homme étant ce qu'il est, il a voulu être plus précis. Et c'était pas si compliqué que ça, il aura juste fallu graduer la course de l'ombre du gnomon. Et c'est comme ça que l'homme a inventé le cadran solaire. Donc bien sûr, ça a permis de mesurer le temps avec un peu plus de précision, mais c'était pas folichon. Hein. Pour vous dire, le meilleur cadran solaire qui a existé a une précision de l'ordre de la minute. Et en plus, quand il fait nuit, on va être un peu emmerdé pour savoir quelle heure il est. Hein. Car spoiler alerte, il n'y a pas de soleil la nuit. Bien sûr, en parallèle, il y a d'autres inventions qui sont créées pour mesurer le temps. Vous connaissez certainement le principe du sablier. Il y a aussi la clepsydre. Vous savez, c'est ce qu'ils utilisent à Fort Boyard là. On va faire ça passe-partout. Quel méchant, qu'il est méchant. Si on prend le cas du sablier, et ça marche pareil pour la clepsydre, l'écoulement du sable va définir un temps donné. Si on a un sablier d'1 heure, on le retourne, et quand le sable se sera totalement écoulé, on aura 1 heure qui s'est passée. Le problème, c'est que si on veut faire ça toute la journée, il va falloir le retourner toutes les heures. Et ça m'a donné envie. Mais du coup, vu qu'il faut le retourner, on va perdre quelques secondes de le retourner. On perd du temps et donc on perd en précision. Donc au final, on n'est pas vraiment précis avec ça non plus. Et puis, au milieu du 2e siècle, un mathématicien, physicien, astronome va faire une découverte. Je parle bien évidemment de Galilée. Il va découvrir que la fréquence du balancement d'un pendule n'est pas due ni à l'amplitude qu'on va donner au mouvement, ni à la masse de ce pendule, mais bien à la longueur du fil du pendule. Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas, la fréquence, qu'est-ce que c'est? La fréquence, c'est le nombre d'allers-retours que va faire notre pendule en un temps donné. Le système que représente le pendule, donc ce que Galilée a découvert, c'est ce qu'on va appeler un oscillateur. Ah oui, ça va faire des oscillations. Et grâce à cette découverte, on va enfin pouvoir mesurer le temps de manière beaucoup plus précise. Le principe est en fait assez simple, vous allez comprendre. Si mon pendule fait 10 allers-retours en 1 minute, eh bien je prends cet oscillateur que je vais associer à un mécanisme. Ce mécanisme sera lui associé à un cadran avec des aiguilles. Il suffira donc juste de faire bouger l'aiguille des minutes lorsque l'oscillateur aura fait 10 mouvements. Et donc là, l'horloge vient d'être inventée. Et on a l'heure à la minute près. Et bien sûr, plus les années vont avancer, et plus le cadran va être perfectionné. On va pouvoir avoir les heures, les minutes et les secondes sur les cadrans. Seulement pour que tout le monde ait la même heure partout, il va quand même falloir définir ce que c'est la seconde, puisque la seconde va être la base de tout le reste. Pour bien comprendre toutes les démarches qui ont amené à définir ce que c'était la seconde, je vais vous rediriger vers une vidéo du papa de la vulgarisation française, à savoir Bruce d'y penser. Et bien sûr, la vidéo, elle se trouve juste ici et en description. Mais nous, on va continuer notre voyage dans le temps et on va voir comment on va être encore plus précis pour mesurer le temps. Oui, parce qu'à un moment, de manière mécanique comme ça, avec un pendule, ça va être difficile de subdiviser encore les secondes. On va pas pouvoir faire des milliers d'oscillations en 1 seconde grâce à notre pendule. Et donc maintenant, on arrive à la fin du 19e siècle. Jacques et Pierre Curie font une découverte. En fait, ils vont découvrir un nouveau phénomène physique, l'effet piézoélectrique. Et bien, c'est l'effet qu'ont certains éléments à être polarisés électriquement suite à une contrainte mécanique. Pour être vraiment simple, de manière vraiment grossière, c'est des matériaux, quand tu appuies dessus, ça fait de l'électricité. Et si vous avez déjà eu soit une gazinière ou même un barbecue à gaz, et ben vous avez déjà eu cet effet. Vous savez le bouton qu'on appuie là, qui fait de l'électricité pour allumer les brûleurs? Et bien à l'intérieur, il y a un matériau piézoélectrique. On vient lui mettre une contrainte et ça va créer un arc électrique. Mais il existe aussi le phénomène inverse, l'effet piézoélectrique inverse. Prenons un matériau que vous connaissez tous, le quartz. Et bien le quartz, si on lui applique une tension électrique, il va se mettre à vibrer. Il va se mettre à vibrer, mais à une certaine fréquence. Et une fréquence très élevée. On peut lui faire des milliers, des millions, voire même des milliards d'allers-retours par seconde. Pardon? Ça va nous permettre donc d'être extrêmement précis pour mesurer le temps. Mais bien sûr, c'était trop beau, il va quand même y avoir un défaut. Pour que la fréquence soit stable,
il faut que le quartz garde sa dimension. Et on sait, on l'a déjà vu sur cette chaîne, les dimensions d'un matériau peuvent changer en fonction de la température par exemple. Bah, ça marche aussi pour le quartz. Mais la variation de fréquence du quartz n'est pas due qu'à la température. Ça peut être d'autres perturbations, comme des perturbations magnétiques par exemple. Mais ces changements de fréquence nous permettent quand même d'être assez précis. On est précis à quelques dixièmes de seconde près quand même. Bien sûr, pour notre quotidien, quelques dixièmes de seconde de précision, nous ça nous va. Déjà à la seconde près ça nous allait, mais alors là au dixième de seconde... Mais par contre, dans certains domaines où on a besoin d'être ultra précis, ces domaines, PH vous les a présentés dans sa vidéo d'ailleurs, eh bien il va falloir trouver une solution. Et c'est là qu'entre en jeu le sujet de notre vidéo. Je veux bien évidemment parler de l'horloge atomique. C'est un sujet assez complexe qui ne peut être compréhensible que pour des physiciens de haut rang. Ça serait mieux s'ils étaient d'Alexandrie. Je vais donc devoir beaucoup simplifier la chose pour que ça soit compréhensible pour tous. Bien déjà, la première chose à savoir, c'est que entre notre montre et une horloge atomique, le principe va rester le même. C'est encore un oscillateur à quartz. Non seulement on veut une fréquence extrêmement élevée, mais en plus, on veut qu'elle soit le plus stable possible. Et donc, voyons comment marche cette horloge. Déjà vu son nom, on sait de quoi ça va parler, on sait que ça va parler d'atomes. Et en l'occurrence, d'atomes de césium-133. Mais là, ce coup-ci, le noyau ne nous intéresse pas trop. On va surtout s'intéresser au cortège électronique de cet atome. On a déjà vu sur cette chaîne que le modèle qu'on a généralement en tête pour l'atome est complètement faux. Vous savez, le modèle planétaire avec des électrons qui gravitent autour du noyau. Ça, faut l'oublier. On va préférer un autre modèle qui est un peu faux, mais qui va être compréhensible pour ce qu'on a à voir aujourd'hui. Le modèle de Bohr. Et qu'est-ce que nous dit le modèle de Bohr? Ça nous dit que les électrons du cortège électronique sont classés par couche d'énergie. Et oui, chaque couche électronique a son propre niveau d'énergie. Ce niveau d'énergie est invariable, peu importe ce qui se passe. C'est tout le temps le même niveau d'énergie. Donc on va imaginer un électron qui est sur sa couche normale. On parle de niveau fondamental. Et il va passer de son état fondamental à une couche d'énergie supérieure. Seulement, il ne va pas le faire tout seul, puisque on a deux niveaux d'énergie différents, un plus élevé que l'autre. Il faut fournir à l'électron l'énergie suffisante pour pouvoir passer le gap d'énergie entre les deux niveaux. Il lui faudra exactement l'énergie nécessaire, ni plus ni moins. On sait aussi, grâce à Max Planck, qu'une onde électromagnétique a son énergie qui va être en fonction de sa fréquence. Plus la fréquence va être élevée, plus l'énergie va elle aussi être élevée. C'est l'énergie est égale à la fréquence multipliée par la constante de Planck. Donc on voit bien que l'énergie est proportionnelle à la fréquence. Et donc si je bombarde le cortège électronique des atomes de césium-133 par des micro-ondes d'une énergie suffisante, je vais pouvoir faire sauter les électrons de leur niveau d'énergie fondamentale au niveau supérieur. À ce moment-là, on dit que l'atome est excité. Si vous avez réussi à comprendre ce que je viens de dire, vous allez pouvoir comprendre comment fonctionne l'horloge atomique. La première chose qu'il va falloir faire, c'est coupler un générateur à micro-ondes à un oscillateur à quartz. On l'a vu tout à l'heure, le quartz, on lui met une tension électrique, il va vibrer. La fréquence d'oscillation du quartz va donc piloter la fréquence des micro-ondes. Ces micro-ondes, on va les projeter vers une chambre. Dans cette chambre, on va envoyer des atomes de césium-133. Mais bien sûr, dans le nombre d'atomes, il y a certains qui sont déjà excités. Ceux-là, on n'en veut pas. Nous, on veut des atomes de césium-133 dont les électrons sont au niveau qu'on désire. Donc, il va falloir trouver un système qui discrimine les atomes de césium-133 dont on a besoin et de virer ceux dont on n'a pas besoin. Ça va être fait grâce à un système magnétique. Une fois que les atomes de césium-133 sont dans la chambre, ils vont être bombardés par les micro-ondes dont on parlait tout à l'heure. Ces micro-ondes sont à une certaine fréquence. Grâce à Max Planck, on sait donc que ces micro-ondes qui ont une certaine fréquence ont donc une certaine énergie. Ce qu'on veut, c'est fournir de l'énergie aux électrons qui sont sur une couche pour les faire passer à la couche supérieure. On veut donc avoir l'énergie exacte. Je rappelle que pour les atomes, cette énergie est fixe. Elle est invariable. Peu importe les perturbations autour, ça ne bougera jamais. Une fois qu'on a excité nos atomes, ils sortent de la chambre et puis on va compter les atomes excités. Si la fréquence est bonne et donc que l'énergie fournie est égale à l'énergie exacte pour faire passer l'électron d'une couche à une autre, tous les atomes vont être excités. On jette les atomes en continu, on les excite, on les compte en sortie. Et tout ça, c'est en continu. Si le nombre d'atomes excités vient à diminuer, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'énergie fournie par les micro-ondes n'est plus la bonne. Et donc que les micro-ondes ne sont pas à la bonne fréquence. Et donc que le quartz n'oscille plus à la bonne fréquence. On l'a vu tout à l'heure, il y a des perturbations possibles sur le quartz. C'est pour ça que ça peut varier. Si le comptage diminue, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien ce système électronique va régler la tension qu'on va appliquer au quartz pour que cette oscillation ait la bonne fréquence, pour la transmettre au micro-ondes, et donc pour avoir l'énergie nécessaire pour exciter la majorité des atomes. Le comptage remonte, ce qui fait qu'on se retrouve avec une fréquence qui est réglée par les atomes de césium.
d'où le fait qu'on l'appelle une horloge atomique. En gros, on régule la fréquence du quartz pour qu'elle soit la plus constante possible. Imaginez-vous que la fréquence est réglée à plus de 9 milliards d'oscillations par seconde. 9 milliards 192 millions 631 770 pour être précis. Et en termes de précision, on fait pas mieux. La dérive de cette horloge est d'environ 1 seconde tous les 30 millions d'années. C'est pas mal précis quand même, hein. Et tout ça, c'est grâce à quoi? Eh bien, c'est grâce à la physique quantique. Bon, une fois de plus, je me répète, tout ceci est extrêmement simplifié. Le but est bien juste de comprendre le système. Si vous connaissez bien ce système d'horloge atomique, je serais ravi d'en discuter avec vous dans les commentaires. N'hésitez pas, ils sont là pour ça. Et voilà, c'est tout pour moi. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. N'oubliez pas de mettre la cloche si vous voulez rater aucune des prochaines vidéos. Je vous rappelle le principe quand même de la chaîne, c'est quand même que je réponde aux questions des abonnés. Donc n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, pour me poser des questions sur des sujets de physique. C'était Obian qui vous dit que la science soit avec vous. Comme mon putain des grosses bagnoles, moi je me tape Suzanne Boyle.